Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode du podcast deux invités, Paul-Adrien et Christophe Menez. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc en plus d'être frères, vous êtes aussi des cofondateurs de SmartWay, anciennement Zéro Gâchis, donc une startup qui n'est plus toute jeune finalement. Alors pour commencer les présentations, je vous propose un petit jeu. Christophe présente Paul-Adrien et Paul-Adrien présente Christophe. Ok, je peux me lancer pour Paul-Adrien. Donc Paul-Adrien, 31 ans, mon frère, mon CEO, et voilà, passionné de beaucoup de choses simples, la nature, l'environnement évidemment, et puis surtout la création et l'innovation. Et du coup Christophe, frère et associé, donc directeur des opérations, passionné par l'impact chez le client, la satisfaction beaucoup, et le fait de mettre de l'huile dans les rouages en interne dans l'entreprise pour être sûr qu'il y a un gros impact chez les clients. Alors SmartWay, c'est quoi l'histoire? Vous êtes né en 2010-2011? Alors 2011, et on a commencé à mettre les premières étapes en place en 2012. L'idée c'était de trouver une manière d'aider les distributeurs à sauver les produits en fin de vie. Parce que la grande distribution représente à peu près 14% du gaspillage alimentaire, donc c'est quand même quelque chose d'important. On sait que c'est un public qui à la fois a des enjeux environnementaux importants et c'est compté. Donc le gaspillage, c'est de l'argent qui part à la poubelle. Et donc on s'est dit qu'en travaillant avec la grande distribution, on arriverait à mettre des choses en place pour réduire le gaspillage. Vous étiez assez pionniers finalement à l'époque. Vous étiez les premiers. C'est vrai qu'on parlait pas autant que ça du gaspillage qu'aujourd'hui. On était oui, je pense qu'on était les premiers. En tout cas, avoir une politique affichée d'aide de la grande distribution, parce que les distributeurs ne nous ont pas attendus pour essayer de réduire le gaspillage. Mais on a essayé de professionnaliser un petit peu les choses au fur et à mesure, et je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et puis on voyait des choses qui étaient assez isolées. Effectivement, les magasins, comme disait Paul-Adrien, n'ont pas attendu pour pratiquer des remises sur les produits en fin de vie ou développer un peu du don alimentaire. Dans tous les cas, le gaspillage alimentaire aujourd'hui, c'est un coût qu'ils doivent supporter. Et donc effectivement, quand on y est arrivé, alors au début, nous, on a approché ce secteur de la grande distribution aussi parce qu'on était consommateurs et qu'on voyait des promotions qui étaient pratiquées, mais c'était pas forcément bien fait. C'était parfois des zones un peu pas très qualitatives où les produits étaient rassemblés. Il y avait parfois des incohérences sur les promotions. C'était pas pratiqué dans tous les rayons de façon très homogène. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et pour être exact, on a commencé à rencontrer des premiers distributeurs. Au début, on parlait de gaspillage alimentaire. Et puis petit à petit, on a parlé de casse, on a parlé de rotation, on a parlé d'assortiment. On a été regarder dans les chiffres ce que ça représentait, ce coût du gaspillage alimentaire. Et c'est là où on s'est rendu compte de l'entièreté du problème, qui était un problème économique. Aujourd'hui, un magasin jette chaque année autant qu'il ne réalise de bénéfices. Donc finalement, 1,5 de casse et 1,5 de résultats, c'est énorme. C'est un deuxième enjeu qui est un enjeu de terrain. On le voit bien, les employés n'ont pas tout le temps les outils, n'ont pas tout le temps les possibilités d'avoir les bons réflexes sur ce qu'il faut faire de ces produits en fin de vie. On le voit bien, un supermarché, un hypermarché, c'est énormément de personnes qui doivent appliquer des process. Donc beaucoup de pertes de temps qui étaient finalement là. Et puis un troisième enjeu qui est plus sur l'image. Et effectivement, en 2012, on ne parlait pas du sujet du gaspillage alimentaire. Mais nous, dans notre tête et dans nos intuitions, on se disait que, et c'est assez naturel et il faut pas être très créatif pour le savoir, mais c'était sûr que ça allait être un sujet important dans la tête de tous. Ouais. Et des premières phrases qui m'avaient choqué, c'était effectivement des employés qui me disaient, moi, ça me fait pas plaisir de jeter chaque jour la valeur de mon salaire à la poubelle. Comment ils vous ont vu arriver à l'époque? Alors, vous êtes né à Brest, vous avez commencé le déploiement dans la région de Brest. Comment ils vous ont vu arriver, les magasins? Ils se sont dit, on n'a pas besoin de vous? Au début, quand on voit des gamins de 22 ans leur expliquer qu'on va réussir à réduire de 50% leur casse, ils se sont dit, attendez les gars, ça fait 60 ans qu'on est dans le business, on sait comment faire. Donc il y avait cette dichotomie entre la volonté, le jeune âge et en même temps cette innocence, et puis eux qui étaient déjà bien dans le métier, qui maîtrisaient leur métier. Et puis finalement, avec un peu de recul, ils ont compris qu'ils faisaient déjà des choses, mais que ça pouvait être optimisé. Optimisé à plusieurs niveaux, en termes de productivité dans les équipes, en termes de sécurité des process, mais surtout en termes d'impact sur le PNL du magasin, sur le résultat en fin de journée. Donc on a eu des premiers quick wins avec quelques magasins qui nous ont fait confiance, qui ont vu des résultats assez intéressants et pour certains très impressionnants, qui nous ont petit à petit ouvert d'autres portes en discutant avec leurs collègues. Tiens, regarde, chez moi, ils ont réussi à augmenter de 30 à 40% mon taux de revalorisation sur casse. Peut-être que toi, tu aurais un intérêt. Et on a grossi petit à petit en prenant une place d'expert finalement. Nous, on ne travaille que avec la grande distribution. À la différence des uns et des autres, on est expert là-dedans. Quand on rentre dans le magasin, on peut directement connaître la case du magasin juste en le voyant, parce qu'on est spécialisé là-dedans et qu'on travaille que là-dedans. Puis je dirais aussi, il y avait un autre volet qui était très intéressant. Donc nous, on a développé beaucoup la grande distribution indépendante. Donc on a commencé chez Leclerc, Intermarché et Système U.
Aussi parce que c'était des entrepreneurs qui avaient ça dans l'âme, et quand effectivement nous ont rencontrés au début, je me rappelle de l'ancien patron du centre Leclerc de Landerneau qui nous dit votre idée elle est lumineuse et je veux vraiment qu'elle se ressente dans mon magasin. Et effectivement c'est des entrepreneurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont presque pour certains donné les clés très tôt le matin pour essayer d'organiser la démarche. Donc voilà, on a été voir des gens pragmatiques avec un discours qui était pragmatique et on a réussi à innover comme ça. Aujourd'hui c'est combien de points de vente Zero Gâchis en SmartWay? 400. Aujourd'hui 400, ouais. Plutôt l'ouest de la France, plutôt des indépendants? Non, je dirais qu'on a alors plutôt des indépendants en France, tout à fait. À l'international, on est plutôt sur des groupements intégrés. Aujourd'hui, on travaille en France, en Espagne, en Belgique, au Portugal, en Roumanie, bientôt en Russie. Et en France, on est plutôt sur les indépendants un peu partout en France. Forcément, quand on a démarré à Brest, on a quand même beaucoup de Bretons. Aujourd'hui, on est installé sur Nantes. Mais on a des commerciaux partout en France qui rayonnent du coup sur le territoire entier. Et c'est quoi? C'est plutôt des hypermarchés, des supermarchés, des commerces de proximité? Vous touchez tout le monde? On a de tout. On a des magasins express, des intermarchés express, U-Express, donc de la proxy. Et on va monter jusqu'à des hyper Inter, U ou Leclerc. Donc ça va de 450 mètres carrés à du 11 000, 12 000 mètres carrés, de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à du 120, 130 à peu près. On s'adapte vraiment à tous les formats. Aujourd'hui, sur le marché de la valorisation des invendus, on parle de dons, on parle d'optimisation en amont au niveau des commandes. Quels sont les différents leviers aujourd'hui que vous utilisez pour vos clients? En fait, nous, on a tout rassemblé sous ce qu'on appelle le Food Waste Management System. C'est une plateforme logicielle qui répond à tous les besoins. Le premier, c'est de détecter les produits en fin de vie, donc de s'assurer qu'on va leur offrir une opportunité de sauver chacun des produits, plutôt que de les détecter une fois qu'il est périmé. Donc on le détecte en amont. Oui. Puis ensuite, on va offrir un service de décision. Comment est-ce qu'on prend la meilleure décision possible pour sauver les produits? Comme tu le disais, il y a plusieurs filières de revalorisation. On va avoir la filière étiquetage, on va avoir la filière don, la filière box, par exemple, avec Too Good To Go. Oui. C'est des décisions qui sont compliquées à prendre quand on a les pieds sur le carrelage et qu'on ne connaît pas la marge unitaire de tous les produits. Est-ce que l'assaut elle passe aujourd'hui? Quel temps il fait aujourd'hui? Quel est mon taux de revente sur les yaourts à moins 30% et à moins 35%? Enfin, c'est des choses très compliquées à prendre en compte pour prendre une décision. Donc, on les aide là-dessus. Puis ensuite, on a la partie étiquetage. On va fournir un système qui permet d'imprimer des étiquettes remisées pour accélérer les ventes, avec le bon pourcentage de remise, et un système pour optimiser le don et toute la gestion du don. On a une IA, par exemple, une intelligence artificielle qui va savoir si un produit est donnable ou non donnable aux yeux de la loi, sans avoir besoin de former tous les mois son personnel, qui gère les reçus CERFA, les signatures électroniques, et ainsi de suite. Donc on travaille sur tout ça, et en amont, on fournit des données qualitatives à l'ensemble des responsables de rayon pour leur dire, bah tiens, ici c'est le flop 20 de tes produits, on voit que toi à la boucherie, le mardi, tu casses souvent des merguez. Si tu les casses souvent le mardi, c'est que vu que c'est 4-5 jours de date, tu les as reçus le vendredi précédent, c'était la commande du jeudi, donc vérifie tes coefficients de saisonnalité, de sécurité, pour s'assurer qu'on diminue la casse en amont. Si tu veux, nous, la North Star de la boîte, c'est d'arriver à optimiser le taux de revalorisation sur casse. La revalorisation, c'est ton chiffre d'affaires date courte, plus ton crédit d'impôt sur le don, plus le chiffre d'affaires que tu peux faire sur les box, par exemple, le tout divisé par ta casse. Donc plus on va augmenter le chiffre d'affaires date courte, plus le taux augmente. Plus on augmente le don, plus le taux augmente. Plus on augmente les box, plus le taux augmente. Et plus on diminue la casse, plus le taux augmente aussi. Donc toutes les innovations qu'on a lancées, et tout le Food Waste Management System est orienté autour de ça. Et est-ce que l'enjeu, c'est pas justement d'intervenir vraiment en amont, d'optimiser ses commandes et peut-être à terme de ne plus avoir d'invendus? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la clé, c'est pas ça finalement? En fait, pour te répondre là-dessus, alors de toute façon, la casse malheureusement fait partie du système de la grande distrie. Le consommateur attend d'avoir des rayons très larges avec des assortiments très larges, avec beaucoup de références et avec aucune rupture. Sinon, il laisse pas passer et forcément, il peut changer de magasin. Donc la casse malheureusement fait partie intégrante du modèle. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même agir dessus. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que justement, parfois, certains magasins utilisaient des pratiques d'étiquetage en fin de vie qui venaient accélérer les ventes, mais qui n'étaient pas reconnues dans les stocks. Ça veut dire que tu vendais ta danette chocolat, t'en vendais 20 en stickage à moins 30%. Le système de commande avait l'impression que tu avais vendu ta référence et donc en commandait toujours un peu plus. Donc finalement, parfois, la vente accélérée sous promotion venait créer de la commande. Et donc ça vient complètement casser la dynamique qu'on voulait. Et c'est pour ça que nous, dès le début, quand on a créé ce système d'étiquetage, alors ça remonte de ça il y a maintenant 7 ans, on a tout de suite eu la notion d'intégrer les stocks pour faire en sorte que ces fameuses 20 danettes chocolat qui vont être étiquetées vont sortir des stocks. On va leur attribuer un nouveau code barre, ce qui fait que quand ça va être vendu, la marge va être bien réimpactée dans le rayon yaourt, le produit va bien être suivi, mais pour autant, il ne va pas être commandé. Et donc, dès le début, ça veut dire que toutes tes actions anti-gaspi que tu vas faire, elles ne vont pas venir recréer de la commande. Et donc, on joue toujours sur ces deux tableaux pour la réaliser, c'est comment est-ce qu'on récupère le maximum de valeur sur ces produits, tout en étant certain que le moins de casse peut demain arriver.
Je prends du recul sur le fait que ce que tu disais, Christophe, sur la rupture, c'est hyper important. C'est que le rôle d'un distributeur, c'est d'offrir l'assortiment le plus large possible pour correspondre aux besoins de tous les consommateurs et qu'il soit toujours présent en rayon. Quand on va avoir un point de rupture, c'est 1,4% de chiffre d'affaires en moins. Donc on a toujours intérêt à avoir les rayons pleins. Ce qui fait que les objectifs que les centrales poussent au niveau local magasin, c'est par exemple un point de casse en crèmerie. Si jamais tu es à 1.2, il faut que tu descendes. Si jamais tu es à 0.8, il faut que tu remontes. Donc c'est vraiment une notion très 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 importante et très fine à gérer au quotidien. Et nous, les solutions qu'on apporte viennent justement aider à réguler les commandes pour s'assurer qu'on arrive sur le target de l'enseigne pour être sûr qu'on soit au bon niveau. Vous qui êtes un peu pionnier finalement dans l'anti-gaspi, vous avez dû voir sur les 10 dernières années une évolution culturelle au niveau des magasins. On est passé finalement de magasins qui avaient honte, cachaient leurs invendus, à aujourd'hui à des magasins qui sont fiers de l'afficher sur les réseaux sociaux, même dans leur communication, comme vous le disiez. Quels ont été les jalons importants selon vous ces 10 dernières années? Alors déjà, je pense que ça a été de rendre le caractère de noblesse à finalement cet achat anti-gaspi, c'est de se dire que c'est pas un achat qui était connoté achat du pauvre auparavant, c'est un achat qui est citoyen et qui est au niveau environnemental qui est intéressant. Et donc, je dirais que notre premier rôle entre 2012 et 2015, ça a été de développer cette image-là sur cet achat anti-gaspi. Et aujourd'hui, on va en parler un peu plus tard dans le podcast, on a lancé une étude sur le rapport que les Français ont au gaspillage. Et aujourd'hui, clairement, ils sont unanimes. Donc, 85% des Français disent préférencier un magasin qui affiche une politique anti-gaspi à un magasin qui n'en affiche pas. Donc on voit que finalement c'est une attente conso qui est très importante et le distributeur, encore une fois, il est très pragmatique, c'est-à-dire que si son consommateur le réclame, forcément il s'y adapte et il y va, et de toute façon c'est un sujet qui est que positif, personne n'a envie de gaspiller pour gaspiller. Et là on parle beaucoup du volet image qui est très très important aux yeux des Français, mais on parle aussi souvent de l'enjeu économique derrière. Moi je me souviens quand on a démarré je dirais quand on a démarché vraiment les magasins en 2014-2015, les magasins faisaient soit de l'étiquetage date courte, soit du don. Mais ils faisaient pas les deux. Culturellement, c'était l'un ou l'autre. Sauf que tu ne vas pas pouvoir tout donner parce qu'il y a des produits qui sont interdits au don. Les pâtisseries à base de crème, la viande hachée, l'alcool par exemple. Et ceux qui faisaient que de l'étiquetage n'arrivent pas à tout à vendre. Ou alors tu forces un moins 80% de remise, mais c'est une hérésie économique qui fait qu'à la fin de la journée, tu as perdu plus d'argent que tu n'en as gagné. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir la multifilière et les distributeurs ont compris ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de magasins qui ne font que de l'étiquetage ou que du don. Il y en a quasiment plus qui ne font rien, déjà, ce qui est quand même très très positif. Ils font souvent les deux, ce qui entraîne une complexité dans la prise de décision, mais qu'on va résoudre avec d'autres solutions comme Smart Decision, l'IA. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience à la fois sur le volet économique et à la fois le volet environnemental. On a un rôle à jouer, les consommateurs nous attendent au tournant, donc du coup il faut qu'on se mobilise pour y arriver. Vous l'avez dit, il y a des magasins qui le font, bon, c'est rare ceux qui le font pas, mais combien le font avec des prestataires comme vous? Vous avez une estimation du potentiel? Alors il y a un gros potentiel puisque encore une fois, on n'a que 400 magasins clients sur la 12 000 points de vente à peu près. Exactement, 12 000 points de vente indépendants, donc on peut aller encore en chercher beaucoup. Ce qu'on se rend compte aussi, et c'est ça qui est formidable sur ça, c'est que comme on dit, on n'arrête pas de le dire, c'est un enjeu économique et qu'en fait aujourd'hui le coût du gaspillage, il se trouve dans les poubelles et que finalement il n'y a pas un magasin qu'on accompagne sur lequel aujourd'hui on ne fait pas gagner de l'argent. Donc le potentiel il est énorme. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu une loi qui est passée sur le fait d'obliger les magasins, en tout cas, à signer une convention de dons alimentaires avec une association. C'est positif dans l'action. Pour autant, il reste encore, et on le voit, on fait des états des lieux et des audits chaque jour dans des magasins, il y a encore un potentiel de dingue sur la création de valeur. Donc même si le magasin fait déjà des choses, il peut encore en gagner. C'est ce qui, nous, les chiffres qu'on présente quand on va discuter avec un distributeur et qu'on regarde comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui et qu'on voit comment est-ce qu'on peut l'aider à aller un peu plus loin, c'est qu'en moyenne, on arrive à récupérer 51% de résultats nets en plus après impôt et à diminuer de 80% le gaspillage alimentaire. Ça, c'est l'état des lieux et qu'est-ce qu'on arrive à faire en plus. Donc, les magasins font pour certains déjà des choses eux-mêmes. Certains sont prestés par des concurrents ou des partenaires, puisqu'on est dans un cercle assez fermé. Mais il y a toujours un gap, il y a toujours quelque chose à aller chercher en plus. Même des magasins qu'on accompagne aujourd'hui depuis 4 à 5 ans, qui étaient par exemple sur, je pense à un qui ne jette plus rien, qui est à zéro gâchis, ne jette absolument rien. Quand on met en place des solutions, notamment l'intelligence artificielle, on a réussi à augmenter de 24% son taux de stick sur casse et de ces 17% son taux de don sur casse, juste par un rééquilibrage des filières, un pricing dynamique plus intéressant sur les pourcentages de remise. Il y a toujours quelque chose à faire. Et on parlait des indépendants, mais au niveau des intégrés, la relation est peut-être un peu différente avec eux. Ils ont eux-mêmes leurs propres initiatives aussi en interne. Alors en fait, je pense que c'est plus dans notre aventure chez Smartway. Nous, on a commencé avec des cycles qui étaient très courts, c'est-à-dire qu'on a été frappé aux portes des magasins indépendants et en fait, on s'est développé de cette façon-là parce que ça fonctionne bien et parce qu'on avait des bons résultats. Donc on a
on a géré notre entreprise finalement en recrutant des commerciaux qui ensuite allaient rencontrer les patrons de magasins. Et aujourd'hui, on est sur une stade d'entreprise où on a commencé à signer des comptes intégrés, notamment à l'étranger. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est aussi de se rendre compte que ce sujet-là, il est pas que franco-français, évidemment, il est mondial. Et on est capable d'adresser une enseigne intégrée, de la déployer à distance, de recruter des gens en local pour gérer notre prestation de service. Donc nos enjeux aujourd'hui sont sur le fait de maintenir et de développer notre parc de magasins indépendants, mais aussi d'aller chercher les comptes intégrés qui peuvent être parfois avec plus ou moins de maturité sur plus ou moins de pans de services entre la détection, le stickage, le don, etc. La manière dont on regarde un business distributeur, leur métier, ça va être d'assurer les meilleures commandes possibles pour avoir un taux de casse, ce qu'on appelle nous taux de casse brut, c'est ce que j'arrive pas à vendre à 100% du prix, le plus juste possible au regard de mes préco au niveau enseigne, niveau central. Et ensuite, il y a la deuxième partie, c'est comment est-ce que je fais pour avoir un taux de casse net le plus bas possible. Là, on vise 0. Et donc, du coup, là, je vais inclure toutes les politiques de revalorisation possibles pour sauver tous mes produits. Mis bout à bout, j'ai mon taux de casse brut qui fond jusqu'à mon taux de casse net. Ce qu'on voit quand on discute avec les enseignes, et notamment des enseignes intégrées, c'est que c'est très c'est leur métier en fait. C'est le métier des managers d'arriver à avoir un taux de casse brut le plus juste possible. Par contre, ça devient plus compliqué d'avoir une vraie politique de revalorisation pour arriver à un taux de casse net qui soit le plus bas possible. Et c'est là où nous, on a toute notre place. Pour en revenir à l'étude que vous avez montée avec Opinionway, il y a un indicateur qui a été retenu, c'est que les jeunes, génération responsable, est aussi la génération qui jette le plus. Comment on explique comment on explique que ça a été le plus retenu finalement dans les médias je pense qu'effectivement, on est tous sensibles et on voit très bien que les jeunes sont très conscients de l'enjeu environnemental. Donc, forcément, je pense que ça a été une surprise de se rendre compte que ça a été les personnes qui affichent, en tout cas, c'est eux qui le déclarent, gaspiller plus que le reste. Alors, ça s'explique par surtout un sujet d'organisation. Ça veut dire que le gaspillage est né plus dans le fait qu'on n'a pas regardé avant d'aller faire nos courses, notre liste de courses et nos repas. On est beaucoup plus dans des activités, donc on va manger chez les amis, on va manger au restaurant universitaire, on va manger à l'entreprise, on change de planning et on va sortir avec d'autres amis. Donc c'est plus le côté un peu moins ordonné que une personne, je prends du coup l'extrême opposé, que nos grands aînés peuvent avoir où ils ont prévu leur liste de courses, et, quand ils arrivent chez eux, ils rangent les dates dans leur frigo, et puis ils ont peut-être moins d'imprévus dans la semaine qui fait que du coup ils respectent leur planning. Donc c'est plus sur ça que ça va se jouer. Mais effectivement, et par contre, ce qui est quand même hyper important, c'est de voir qu'ils sont tout aussi conscients que les autres et qu'ils savent qu'ils doivent y agir. Il y a un autre indicateur que j'ai retenu, moi, c'est la présence du pain. Pourtant, le pain qui est un aliment qui est facilement recyclable, soit en farine, soit en chapelure. Comment on explique que le pain soit au top des produits les plus jetés, devant les fruits, devant les légumes? Je pense que la difficulté par rapport au pain, c'est que quand on va être sur des ménages, par exemple, avec peu de personnes, on va acheter une baguette, par exemple, et la baguette, avant de la manger en entier, mis à part si on a vraiment très très faim et qu'on s'y met toute la journée, ça peut être particulier. Ouais. Donc, on voit que chez les jeunes, généralement, ce sont des personnes qui sont étudiantes, qui sont pas forcément tous en colocation, et donc du coup, ils vont avoir forcément un appétit pour manger une baguette beaucoup plus délicat qu'un couple ou un ménage avec enfants. Donc, moi, j'expliquerai en partie pour ça, et le fait que, une fois que le pain est rassis, ça devient un peu plus compliqué de le manger. J'expliquerai ça comme ça. Parmi les raisons de ce gaspillage, il y a l'éducation au consommateur, c'est clair. C'est important au niveau des enseignes, même de votre rôle à vous, de faire de la pédagogie auprès des consommateurs. Quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques pour aider les consommateurs à mieux consommer et à moins jeter? Alors du coup, aussi un chiffre, tout à l'heure tu demandais un peu comment est-ce que ça avait évolué aussi le rapport au gaspillage. Ce qu'on se rend compte, c'est que les dates aujourd'hui, enfin en tout cas le sondage nous le remonte, c'est que 9 Français sur 10 a compris les dates. Auparavant, on avait besoin de faire une vraie éducation, et d'ailleurs, sur tous les rayons zéro gâchis qui étaient déployés en magasin, on expliquait ce que c'était une DDM, ce que c'était une DLC. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 nous disent avoir bien compris ces dates-là, donc ça, elle tend à évoluer ces dates, non? Oui, elle tend à évoluer, et en tout cas, je pense que c'est ce que demandent les Français, ils ont compris qu'une DDM peut être consommée après sa date, que la DLC, en revanche, elle préserve des risques. Donc ça, c'est comme un premier pilier intéressant. Deuxième chose, et ce qu'on voit, et c'est finalement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le bon sens pragmatique, c'est je prévois ma liste de courses, je cuisine en moins de quantité, je congèle s'il faut congeler, et je range mes dates dans mon frigo et je fais attention à ça. C'est 4 actions qui sont extrêmement basiques, mais finalement qui permettent
d'agir. Et je rajouterais une, mais qui n'était pas dans l'étude, c'est ne pas faire les courses le ventre plein. Le ventre vide. Le ventre vide. C'est toujours plus délicat, on achète toujours un peu plus quand on est consommateur. Quel est l'indicateur, vous, que vous avez retenu le plus, le plus pertinent selon vous? Pour moi, c'est que, il y en a plusieurs. Si je devais en retenir un seul, je dirais qu'il y a 32% des Français qui sont prêts à acheter un produit en fin de vie à la condition qu'on fasse une remise. C'est quand même très très fort. C'est-à-dire, on a conscience de l'enjeu du gaspillage alimentaire. On souhaite que les enseignes se mouillent avec nous, fassent un pas vers nous, et nous, on est prêts à lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour moi, c'est le plus important. Alors, je ne vais pas te dire le plus important, je vais t'en donner quand même plusieurs. Pour moi, j'ai envie de dire un sujet d'union, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur se sent autant responsable du sujet du gaspillage alimentaire que le distributeur, et je trouve ça extrêmement intéressant. On décrit souvent la grande distribution comme un peu la bonne proie facile sur ce sujet, mais finalement, les Français disent que c'est l'affaire de tous. 69% des Français disent que c'est l'affaire du distributeur et 65% des Français disent que c'est aussi l'affaire du consommateur. Donc finalement, on voit que c'est autant le distributeur et le consommateur. Et là, je rejoins l'indicateur de Paul Adrien, c'est que du coup, le consommateur demande à la grande distribution de faire des promotions en fin de vie et eux joueront le jeu de les acheter. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui me frappe un peu, c'est que 82% des Français regardent toujours les dates lorsqu'ils achètent des produits. Donc on voit quand même que cette notion de date, il y a besoin d'avoir un pacte de confiance qui est fait avec le distributeur. Et pareil, 8 Français sur 10 achètent des produits de date plus longue sur la même référence. C'est-à-dire qu'ils vont chercher au fond du rayon les produits, alors même qu'ils vont consommer parfois les produits dans le jour J. Donc je pense que c'est là aussi, nous, on doit vraiment sensibiliser les consommateurs. Je rebondis sur le chiffre que Christophe vient de donner. Quand on dit que 82% des Français regardent la date limite de consommation avant de l'acheter, en mettant en parallèle ce chiffre-là avec un deuxième qui est que 1 Français sur 2 a déjà acheté un produit dont la date limite de consommation était dépassée sans s'en rendre compte, on se dit que là, il y a un vrai problème. Parce que normalement, le distributeur, il n'est pas censé vendre des produits dont la DLC est terminée. Ouais. Nous, on a des solutions, typiquement Smart Detection, c'est un GPS date courte qui permet au distributeur de facilement localiser les produits en fin de vie dans les rayons et de s'assurer qu'ils soient retirés en amont pour pouvoir ensuite les sauver. Si tout le monde avait ce type de solution, le consommateur n'aurait pas besoin de regarder les dates, en tout cas n'achèterait plus de DLC périmés parce qu'il n'y en a plus finalement. C'est une garantie, 0 périmé dans les rayons. Et moi, ça m'a beaucoup choqué aussi. On parle des consos et des distributeurs, il manque un maillon, pour moi, c'est les industriels. Est-ce que vous les accompagnez aussi dans cette démarche ? Pas aujourd'hui. On est 100% focus sur la grande distribution, on est experts là-dedans. On a eu pas mal de distributeurs qui nous ont posé les questions, de l'industrie agroalimentaire qui nous a demandé comment est-ce qu'on pouvait étendre notre modèle chez eux, comment est-ce qu'on pouvait trouver notre North Star, le KPI pourcentage de reval sur casse côté industrie agroalimentaire. Mais nous, on préfère pour l'instant rester concentré sur la grande distribution. Il y a encore beaucoup à faire. On le voit au travers de l'étude et au travers des chiffres qu'on regarde sur les magasins qu'on accompagne tous les mois. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on préfère rester concentré sur le maillon de la grande distribution. Et si je prenais une analogie sur la maladie, c'est comme si on a un cancer, on va pas avoir un généraliste. En fait, on va vraiment avoir un spécialiste et c'est un sujet qui est tellement complexe. Paul Adrien parlait de ce côté taux de casse qui est complexe à gérer entre des ruptures, entre un assortiment qui est trop fourni. Donc la problématique elle est entière. Il faut des gens passionnés, il faut des gens qui aiment le retail, il faut des gens qui adorent avoir les pieds sur le carrelage, il faut des gens qui adorent résoudre des sujets. Donc c'est ce qu'on recrute en interne et on recrute des gens que pour ça. On parlait un peu de changement culturel au niveau des dirigeants et au niveau des employés, des managers. Est-ce que vous avez senti aussi quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'ils sont plus attentifs aux assortiments ? On a un peu l'impression qu'on quitte la consommation de masse. Avant, on avait peur, on aimait bien mettre en avant des volumes assez conséquents de produits. Maintenant, on a tendance à commander un peu moins. Est-ce que vous l'avez senti ça aussi dans les magasins ? Bon, en fait, je pense que je dirais que notre premier appui dans un magasin, pour toute coopération qui fonctionne bien, c'est ça repose sur des chefs de rayon qui sont attentifs à leur gestion. Et d'ailleurs, j'irais même plus loin, c'est que nos meilleures performances sont de très loin atteints par des magasins où les managers sont très consciencieux. Et effectivement, notre premier atout, et d'ailleurs on est là pour lui rendre service à lui, c'est le responsable de rayon. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut lui donner des outils pour qu'il exécute bien son métier. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire lui faire gagner du temps, lui donner de la lisibilité sur ses chiffres pour qu'il puisse être meilleur dans son boulot, et forcément lui créer de la marge, et donc forcément de la profitabilité, et donc forcément, normalement, un 13e, 14e, 15e mois profitable. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un dirigeant de magasin en France, mais on était à Düsseldorf à l'Euroshop l'année dernière, et qui me disait qu'il avait un gros problème, c'était un problème RH, parce que tous ces responsables de rayon qui étaient en passe d'arriver en retraite étaient tellement bons dans leur métier qu'aujourd'hui, il était obligé de les remplacer par 2 voire 3 personnes pour assurer la même qualité de job. Et ces personnes-là sont plus jeunes. Et les plus jeunes aujourd'hui cherchent du sens.
Et donc du coup, comment est-ce que tu offres du sens et comment est-ce que tu retiens des talents dans ton entreprise en tant que distributeur? En donnant du sens sur l'anti-gaspillage alimentaire, qui est, comme on le voit, une attente très très importante des Français, puisqu'ils sont quasiment tous conscients que c'est un enjeu. Et donc en leur donnant des solutions pour pouvoir œuvrer au quotidien contre le gaspillage, c'est quand même plus intéressant que de leur mettre une poubelle sur le côté du rayon pour qu'ils vident le montant de leur salaire tous les matins. C'est un enjeu parallèle, hein. Ça, l'anti-gaspi, c'est un enjeu de marque employeur. On se rend compte que des salariés où il n'y a pas d'initiative dans le magasin ont plus tendance à quitter le magasin pour aller vers un magasin qui a plus d'une démarche sociétale. Et peut-être pour te donner aussi un exemple qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, quand on a commencé en 2012, on allait frapper aux portes des adhérents et patrons de magasins. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais on a aussi des relais qui sont nouveaux, qui sont finalement les managers de rayon qui nous contactent directement pour faire en sorte que de se challenger, de regarder où est-ce qu'ils en sont sur leur pratique anti-gaspi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose, ça veut dire qu'on n'a pas vocation, enfin évidemment que si, mais on n'a pas vocation à travailler avec tout le monde. Si le magasin est déjà exemplaire dans sa démarche, pas de souci. Si on n'a pas de bénéfice à lui apporter, pas de souci. On va normalement lui faire gagner du temps et lui apporter de l'image, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ses chiffres, on va analyser sa situation et on va lui dire où est-ce qu'il peut progresser. Et évidemment, s'il a besoin de nos outils, à ce moment-là, on lui propose nos outils. Alors, le marché, il est loin d'être mature. Même si on est en 2021, on a l'impression que tous les magasins ont entrepris des initiatives dans ce sens-là. Vous, votre croissance, comment elle se déroule? Vous venez de lever 10 millions d'euros. Quelles sont vos ambitions là à court terme? Alors, comme on le disait tout à l'heure, on a travaillé pas mal à l'international récemment pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les enjeux dans d'autres pays européens ou ailleurs. Et on s'est rendu compte que la maturité sur les sujets et les applications anti-gaspillage alimentaire n'était pas au même niveau qu'en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Food Waste Management System qu'on propose en France, il est très abouti parce que les enseignes sont déjà à un bon niveau. Quand on va dans d'autres pays, c'est pas tout à fait le cas. Alors certaines enseignes sont très bien équipées, mais d'autres ont beaucoup encore de challenges à relever. Et donc on a vu un enjeu on peut avoir un impact très fort, très vite à l'international. Mais pour ça, on a besoin d'argent. On était en autofinancement depuis la création de l'entreprise. On était rentable depuis 2014. Vous aviez jamais levé de fonds? Jamais levé de fonds. Que de l'emprunt bancaire pour nous financer sur la croissance, mais jamais eu besoin de lever de fonds. Et là, on est arrivé à un tournant où, à la fois, il y a un marché qui a pris vraiment conscience du besoin et on a toutes les solutions qui permettent de répondre à ce besoin. En parallèle de ça, on a une avance très forte par rapport à nos concurrents sur l'intelligence artificielle et l'aide à la décision. Et à partir du moment où un magasin pratique soit de l'étiquetage, soit du don, soit les deux, ça devient très très important de prendre les meilleures décisions possibles au quotidien. Et donc, on a des longueurs d'avance sur nos concurrents parce que ça fait depuis 2014 qu'on collecte énormément de données sur quel produit a été étiqueté, quel produit a été vendu. Puisque l'étiquetage est 2 fois plus rentable que le don, c'est forcément plus intéressant d'avoir une bonne politique de revalorisation. Donc, on avait à la fois un marché international à embrasser parce qu'il y avait vraiment des besoins, à la fois une longueur d'avance et une envie de toujours faire mieux en France, de continuer à satisfaire nos clients. Et on s'est dit que pour arriver à travailler sur ces 3 chevaux, il fallait forcément se donner les moyens d'y arriver. Et c'est pour ça qu'on a levé 10 millions d'euros auprès de fonds qui peuvent nous accompagner. Au-delà de la taille du chèque, c'était vraiment un fit humain, des gens qui nous apportaient des compétences qui nous permettraient de relever les enjeux vers lesquels on allait arriver. On a Supernova qui est vraiment sur la deep tech, qui est c'est une spin-off du CEA, donc ils ont 14 000 chercheurs en mathématiques appliquées derrière. C'est le plus gros fonds deep tech en France. Donc eux nous aident énormément sur la partie intelligence artificielle. Et on a d'autres fonds qui sont plutôt sur la notion d'internationalisation, de croître rapidement sans se perdre en vol. Des partenaires bancaires également qui nous ont suivis. Donc on a essayé de structurer le meilleur tour pour répondre à nos enjeux et être toujours le mieux possible en accompagnant des distributeurs avec lesquels on travaille. C'est un problème un peu franco-français, hein. Ça a été beaucoup propulsé par la loi Garot en 2016. Est-ce qu'il y a des pays justement aussi avancés que la France aujourd'hui? En fait, alors je pense que culturellement, je pense pas, parce que en tout cas au niveau politique, c'est clair et net que c'est la France. Les Anglais qui est peut-être? Non, pas du tout. Alors par contre, les Anglais ils sont très forts, ils ont beaucoup d'outils, ils ont une dynamique où ils font hyper attention sur tout ce qu'ils commandent, etc. Donc ça c'est vu. Il y a d'autres pays qui ont des briques et c'est marrant parce que finalement nous dans ce qu'on décrit dans le Food Waste Management System, c'est une succession d'étapes et ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a aucun pays où aujourd'hui toutes les étapes sont cochées. Donc ça veut dire qu'ils ont parfois un bout, ils ont bien exploré le don, parfois des outils sur la rotation des produits, mais finalement il n'y a pas un pan complet. Et en gros, ce qu'on se dit aussi, et c'est pour ça qu'on a créé cette entreprise, c'est que nous on va avoir un impact majeur sur l'environnement. Et ce qu'on se dit, c'est que à un moment, le gaspillage il est présent dans des dizaines de milliers de magasins et chaque jour c'est ce qui se passe. Donc ce qu'on veut, c'est agir le plus vite possible en répondant de façon globale avec des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de flux et d'apporter de l'intelligence directement dans les mains des employés de magasins. Je permets de rebondir sur le côté législatif.
On a vu des pays, par exemple, qui ont voté des lois pour empêcher les magasins de jeter ou un peu des copier-coller sur ce qu'on a fait en France pour obliger les magasins à donner, et qui sont revenus en arrière quelques mois plus tard parce qu'ils n'avaient pas les outils et la maturité nécessaire pour pouvoir suivre la loi. Donc on voit que les côtés législatifs, et c'est d'ailleurs une des ambitions de l'ONU, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Tout le monde veut avancer dans cette direction-là. Certains légifèrent pour arriver à avancer davantage et mobiliser plus de force pour que ça avance plus vite. Mais en même temps, ils sont revenus en arrière parce qu'il n'y avait pas les outils nécessaires. Il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir avancer. Et c'est là où on se dit, il y a tout à jouer. On sait qu'on a de l'impact, on sait qu'on est bon. Le premier pays européen dans lequel on s'est lancé auprès d'une enseigne, ils nous ont partagé leurs objectifs annuels. On a réussi à les pulvériser en 1 mois et demi. C'était juste, ils y croyaient même pas, quoi. Ils ont gagné des prix en interne dans l'enseigne. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Et pour nous, c'est ce qu'on a toujours fait en fait en France. Donc quand on voit ça et quand on voit le succès qu'on peut avoir et l'impact qu'on peut avoir à la fois sur le compte de résultats et à la fois dans les poubelles, on se dit qu'il faut juste foncer et continuer à grandir. Mais sur l'échelle des consommateurs qui jettent le plus, le français il est situé à quel niveau par rapport aux autres pays européens? C'est une bonne question. Ouais, je pense que moi je ne saurais pas répondre. Moi non plus. Je vais dire des bêtises. Non, mais il me semblait que le français gaspillait peu aussi, justement, parce qu'il y avait une culture aussi ces 10 dernières années qui poussait à moins jeter. Mais je crois que c'est les anglo-saxons qui gaspillent le plus au niveau de la chaîne du consommateur. Les Français, j'avoue que je ne saurais pas dire. Je crois que les Chinois et les Américains sont les plus gaspilleurs aussi. Ah ouais. Il y a une culture politique aussi, plus de consommation de masse. Ouais. Un mot peut-être sur l'entrepreneuriat. Si vous aviez un message à donner à quelqu'un qui veut se lancer, parce que vous avez commencé très jeune. Alors déjà, je pense que la jeunesse a été... je pense que si on pouvait mettre une valeur naïveté, je pense que ça aurait été bien. Ça veut dire que nous, en fait, on s'est pas posé de questions, on y est allé. Alors, on avait déjà eu envie d'entreprendre sur différents sujets, mais on l'a pas fait parce que ça a manqué de sens. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y a une idée qui a du sens pour la personne, qu'elle y aille sans se poser de questions. Dans tous les cas, au pire, ça lui coûtera quelques mois de sa vie où elle aura tenté des choses, mais elle apprendra énormément. C'est la meilleure école. C'est la meilleure école du monde. Exactement. D'ailleurs, on avait quitté nos écoles pour lancer l'entreprise. Donc, je dirais, ouais, c'est ça. C'est de foncer, c'est d'y aller, surtout à partir du moment où on croit à une idée. Même si elle est pas encore, même si c'est pas un produit, même si c'est pas encore un service, à partir du moment où il y a un embryon d'idée, il faut y aller, il faut creuser. Et je pense que le deuxième conseil que moi je pourrais donner, ça serait de ne pas cacher son idée, de ne pas la garder pour soi, mais plutôt au contraire d'aller tout de suite rencontrer des potentiels clients et puis même d'en parler à tout le monde parce que finalement c'est là où on se rend compte que c'est là où on prend du feedback et on améliore. Et de mon côté, moi je plus sois ce que tu dis, Christophe, et je dirais que faut pas se mettre de barrières. C'est-à-dire que on peut avoir une idée, il faut aller la tester et se demander si c'est un vrai problème et si j'ai la meilleure manière de le résoudre ou pas. Et ensuite, la corollaire de ça, c'est de se dire comment est-ce que j'itère le plus vite possible pour réussir à atteindre la valeur ajoutée qui est attendue par le marché. Oui. Je vais prendre un exemple, une petite anecdote du lancement de Smart Decision, l'intelligence artificielle. Quand on l'a lancé, en fait, on a commencé par une intuition qui était de se dire les décisions prises les pieds sur le carrelage ne sont pas forcément les meilleures. On a commencé par faire une étude théorique. On s'est dit, on va regarder sur 2018, parce qu'on l'a lancé en 2019. En 2018, toutes les décisions qui ont été prises jour après jour sur chacun des produits dans un panel représentatif de magasins, si elles étaient meilleures, qu'est-ce qui serait passé? Et on s'est rendu compte qu'on aurait pu augmenter à la fois le tiquetage et à la fois le don. C'est pas l'un au détriment de l'autre, c'était les deux, et de beaucoup. Et en plus, les magasins du panel, c'était des magasins qui travaillaient déjà avec nous, donc qui étaient déjà dans le haut du panier, si je puis dire, en termes de performance. Fort de cette étude, on s'est dit, ok, on fonce, on développe un algorithme, on le prépare, sauf que côté itération techno-dev, ils étaient pas prêts. On s'est dit, on va pas attendre les devs, on va commencer sur le terrain. Donc on a commencé à appeler quelques-uns de nos clients qui nous ont dit, pas de problème, vous pouvez venir chez nous. Pendant un mois, on est arrivé les matins à 5h du matin, donc tout le monde a fait, le territory manager, les commerciaux, les chercheurs, les designers, tout le monde. Et on arrivait à 5h du matin, on prenait toute la casse du point de vente, puis ensuite on faisait nous-mêmes l'aiguillage avec nos algorithmes qui tournaient sur quelque chose qui n'était absolument pas présentable à un client. On faisait nous-mêmes l'étiquetage, on faisait nous-mêmes le don, puis ensuite on rentrait, on dormait, on revenait le lendemain matin. On a fait ça pendant un mois et on s'est rendu compte que les performances étaient incroyables dans tous les magasins dans lesquels on a testé. Et en même temps, les développeurs ont réussi à sortir l'application et qui nous a permis d'avoir un lancement où on l'a présenté en 3 mois. On avait à peu près la moitié de nos clients qui étaient accompagnés, qui sont passés sur l'intelligence artificielle parce que forcément les performances étaient bonnes. Et là, on s'est pas mis de barrière et on s'est dit comment est-ce qu'on découpe le projet en petites phases qui sont testables très très vite et qui nous font itérer, apprendre et avancer.
Donc vraiment ne pas avoir peur de se lancer, c'est une très très bonne école. On apprend, on ramasse. C'est en faisant des échecs aussi, en prenant des échecs qu'on avance le plus et qu'on apprend le plus. Et découper en petites phases pour ne pas s'attaquer à un trop gros morceau trop vite. Alors, quels sont ces échecs justement? Parce qu'on parle beaucoup des réussites. Quels sont vos échecs, vos bas, vos moments où c'était plus compliqué? Moi, je pense le premier échec, ça a été, je pense, c'est sur notre façon de parler auprès du distributeur. On s'est beaucoup remis en question. C'est-à-dire que la première année ou la deuxième année, alors est-ce qu'on était trop tôt, est-ce que notre idée n'était pas propre, c'est sans doute possible. Mais je pense qu'on parlait pas le bon langage. C'est-à-dire qu'on connaissait pas assez notre marché. Donc je dirais que les 2 premières années, elles ont plutôt été pour nous très formatrices sur le fait de s'acclimater à un secteur qui est très exigeant, qui parle un certain langage. Et donc je dirais que le premier échec, c'était de ne pas avoir tout de suite la maturité du marché. Mais bon, en même temps, on pouvait pas tellement l'avoir avant de commencer. Et moi je dirais alors c'est pas un échec parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait mais qu'on aurait dû faire. C'est discuter beaucoup plus vite avec des comptes intégrés pour avoir un impact encore plus global rapidement. Nous on a répété quelque chose qu'on savait faire, à savoir discuter avec un dirigeant de magasin indépendant, de comprendre son business, de comprendre ses enjeux et de l'aider à avancer dans la bonne direction. Si on avait pris plus vite, je pense, le pli de discuter avec des enseignes au niveau global intégré, on aurait eu un impact décuplé parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Généralement, ils sont, et c'est dommage de le dire, mais moins bien gérés qu'un indépendant qui, à la fin de l'année, a un résultat qui est personnel pour lui et pas pour le groupement. Bien sûr. Et donc, du coup, les magasins intégrés ont des enjeux un peu différents, des enjeux humains, people, managériaux qui sont un peu différents. Et aujourd'hui, on le voit, on a une grosse valeur ajoutée auprès d'eux. Je reprends un exemple sur l'intelligence artificielle. Il peut y avoir des enseignes qui veulent donner un certain montant à des associations caritatives. Et c'est très très difficile de faire respecter ce montant-là au quotidien quand les assos passent le lundi chez X et le mardi chez Y. Et ben avec nos solutions, on arrive à le faire. Mais du coup, si on avait pris de l'avance et qu'on avait commencé à discuter avec eux, les enjeux qu'ils ont, qui sont un peu différents des indépendants, mais finalement, il y a beaucoup de recoupage, on aurait pu les adresser plus tôt. Un mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années? Beaucoup d'impact. Oui, beaucoup d'impact. Et puis, je pense, encore une fois, on a 400 magasins clients. Nous, on vise 4000 magasins clients dans quelques années. Donc, évidemment, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de rencontrer le maximum de distributeurs. Peu importe l'issue, d'ailleurs, de ces échanges, mais ça va être très intéressant pour nous de continuer à massifier ces points de contact et à essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider le paysage du retail en France et ailleurs. Ouais. Et donc, voilà, c'est de réussir tout ça. Et d'attirer, je pense, des talents. Chez Smartway, c'est vraiment une aventure humaine avant tout. C'est-à-dire que l'humain est présent dans toutes les valeurs de l'entreprise. Et du coup, c'est d'arriver à trouver des personnes qui veulent vivre la même aventure, avec la même passion pour l'anti-gaspillage et la grande distribution, et d'arriver à trouver ces talents-là qui nous rejoignent et qu'ils arrivent à apporter leur pierre à l'édifice dans l'aventure. On recrute beaucoup en ce moment sur tout type de poste. Et c'est vrai que c'est vraiment une notion très importante, l'adéquation aux valeurs. Et on dira toujours non à quelqu'un qui est pas dans les valeurs mais ultra compétent. On dira oui à des personnes qui sont dans les valeurs et qui ont peut-être un peu moins de compétences pour les accompagner. Ouais. Et si on trouve les deux, c'est encore mieux. Merci beaucoup Paul-Adrien, merci beaucoup Christophe. Merci à toi. C'est très intéressant. À bientôt. À bientôt.